RMC Running. Mathéo Rollet. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. C'est le grand jour, vendredi 29 août, synonyme de grand départ de cette UTMB 2025. Nous y sommes, au cœur de la course, au plus près de cette atmosphère si spéciale, là où tout se passe, à Chamonix. Vous le savez désormais, RMC Running spécialement délocalisé dans la capitale du trail français pour suivre cet événement mondial. Et on salue d'abord notre Johan Durand officiel, alias Maître Yodu, qui brillamment, il faut le dire, assuré l'intérim hier. Salut à tous. Ça va Yodu? Ouais, impeccable, ouais. Très content d'être ici. Franchement, pour l'instant, on s'est pas mouillé. Non, je rigole, on s'est mouillé bien évidemment. Mais c'est un événement fabuleux et franchement, moi qui viens du milieu de la route, je kiffe être là et ça donne vraiment envie de courir. Bon, bah c'est super. Allez, qui dit délocalisation et événement exceptionnel, dit invité exceptionnel. On va saluer dans un instant Arthur Joyeux-Bouillon, ni plus ni moins que le 6e de l'UTMB 2024. Il ne prendra pas le départ cette année, il est au repos, mais on parlera tout de même de sa forme du moment et il nous donnera ses impressions sur la start list de cette année qui est plutôt relevée. Ça va Arthur? Ça va très bien, écoute, très très bizarre pour moi de ne pas courir cette année, j'ai l'impression d'être un usurpateur ici, ça me fait drôle, je me dis sans mais en pression. fait, ouais je suis un touriste, ça fait 7 ans que je prépare les courses de l'UTMB, donc là voilà, mais je prends toute l'énergie pour l'an prochain. On en parlera tout à l'heure également au micro d'RMC Running. Paul Cornu-Chauvin, trailer de la team ASICS, lui aussi ne prendra pas le départ de cette ultra. On aura donc tout le temps de revenir sur ses dernières performances et d'évoquer avec lui, comme avec Arthur finalement, le bénéfice que peut apporter la pratique d'autres sports pour la performance. Ce sera aussi une sous-catégorie du podcast. Ça va Paul? Tout va bien? Oui, ça va très bien. Effectivement, je cours pas cette semaine. Mais c'est prévu depuis un moment, pas de blessures, pas de soucis. J'avais un mois de juillet très chargé et c'est des courses qui se respectent ici. Je savais que je ne serais pas prêt pour la fin août, donc j'ai décidé de décaler les départs ici à l'année prochaine. Et enfin dans RMC Running, on a le bonheur d'accueillir Julien Chaurier, directeur des sports de l'UTMB. On va parler compétition, start list, on va parler tout de l'UTMB finalement. Ça va Julien? Ouais, très bien, bonjour à tous, tout va bien. Allez bref, sortez vos baskets, trouvez-vous des sentiers, on va parler trail et UTMB. RMC Running. Allez, on va faire un petit tour de table pour commencer. Comment est-ce que ça va Arthur? On disait pendant l'intro, moins de pression de ne pas courir après ces années finalement à pratiquer le trail sur les sentiers de Chamonix en compétition. Ouais bah ça va très bien. Alors je peux pas dire que j'ai pas eu de pression du tout, mais je me suis jamais mis une grosse pression sur les courses de l'UTMB. J'ai tendance à dire de toute façon on va faire ce qu'on sait faire et ce qu'on peut faire avec les armes du moment. Donc juste très très content aussi de passer de l'autre côté un petit peu des sentiers, d'aller encourager les copains, de aussi discuter avec les sponsors, voilà, parce que c'est eux qui nous font vivre. Et puis revenir encore plus fort l'an prochain, je l'espère, sur l'UTMB. Mais c'est quoi le plus fatigant? Parce que tu disais la semaine c'est la tournée des c'est sponsors. un ultra hein. aussi quoi, c'est un deuxième ultra. Et franchement là ma chérie vient d'arriver à Chamonix, je lui ai dit c'est plus fatigant que l'UTMB quand tu le cours. Parce que en fait en tant qu'athlète on sait courir un ultra. Ça c'est le truc standard. C'est pourquoi tu t'entraînes tous les jours. Ouais c'est ça, c'est ultra fatigant, mais là passer les semaines entières à enchaîner les rendez-vous, quand en plus on est sportif, souvent on est mal organisé. Donc voilà, je suis là avec mon agenda, je comprends pas trop ce qui se passe. Les rues de Cham en vélo ça va, mais c'est quand même compliqué, donc plus fatigant d'être là cette semaine. Paul, toi tu connais pas vraiment l'UTMB dans sa globalité, les 170 km de cette course. Par contre tu as déjà fait des courses ici, tu sais l'atmosphère qu'il y a. C'est plus fatigant pour toi aussi de rester ici sans courir? Oui, effectivement, l'année dernière, moi j'ai fait la CCC, pas de 170 km, mais quand même une course très relevée. Et en fait, quand on court, tout est fait pour qu'on arrive prêt le vendredi, surtout quand on court en fin de semaine. Et là, cette semaine, c'est un peu l'inverse. On est prêt pour tout le monde et on se donne dispo pour les copains qui courent. On se donne dispo pour les sponsors qui nous aident. Donc en fait, le matin, tu te dis, si tu veux aller courir, en fait, tu te permets pas de te lever à 8h30. En fait. Tu te dis, si je veux aller courir, il faut que je me lève à 7 pour courir de 8h à 10h, parce qu'après, tu enchaînes tous les trucs toute la journée.
Et puis Julien, toi c'est une pression différente finalement parce que tu cours pas toi non plus, t'étais coureur de très haut niveau, aujourd'hui tu cours aussi très bien encore, hein, mais là la pression est différente, c'est plus l'organisation. Ah bah là, sur l'organisation, c'est vraiment le pic. Là, on est vraiment au summum de l'intensité. Là, ça a commencé lundi matin. Là, c'est un peu comme ils évoquent, hein, c'est vraiment une charge continue sur l'ensemble de la semaine. Mais pour comparer à la participation d'un ultra, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est plus fatigué qu'un coureur. Mais ce soir à minuit, je pense que même si on suit, on aura quand même moins mal aux cannes que les coureurs. Yodu, toi ça te donne envie tout ça, cette atmosphère qu'il y a autour de cette UTMB? Ouais, après moi, je reviens à ce qu'ils sont en train de vivre. C'est vrai que moi c'est pareil avec le marathon de Paris. J'aime laisser un petit peu de temps entre deux événements, pas participer chaque année au marathon de Paris pour justement laisser aller voir l'autre côté, la face B du marathon de Paris, à savoir aller voir les partenaires, aller discuter, prendre le temps, aller encourager, aller sur le parcours, suivre la course en vélo. Moi je l'ai fait sur le marathon et tu vois le marathon d'une autre façon que quand il participe, donc ça c'est plutôt cool. Et après effectivement moi je suis sidéré par le monde qu'il y a. On m'avait dit ouais tu vas voir c'est un truc de fou, mais effectivement c'est assez dingue. Et encore on n'a pas encore vécu le départ de la vraie course entre guillemets, l'UTMB qui va partir tout à l'heure. Et on attend plus de 100 000 personnes sur 4 bornes, on en parlait tout à l'heure, mais la pression que vont vivre les 2500 coureurs avec la musique de départ, les 4 premiers kills, là il y a une ambiance, il y a un truc, et on en parlait en off tout à l'heure, mais c'est quelque chose qu'on ne ressent pas forcément sur un marathon. Même quand tu descends l'avenue des Champs-Élysées à Paris qui est mythique, t'as pas. Ouais, j'ai jamais lâché une larmichette, hein. T'as 200 personnes, t'es sur les pavés, tu dois réguler ton allure, tu croises les rats de la veille. Ouais, tu croises des mecs bourrés qui se lèvent encore, qui sortent du duplex, tu vois. À Chamonix, t'es un peu plus tranquille. Et effectivement, le sentiment que vont vivre les 2500 coureurs, ça doit être dingue, ouais. Et justement, on parlait des coureurs de l'UTMB. Je voulais juste, avant de continuer, saluer notre coureuse Claire Verzo qui on a suivi tout au long de sa préparation dans RMC Running, qui a bouclé l'OCC, Bravo, 60 km et 3500 et quelques de D+, en 11h48, donc 11h48 sur les sentiers. C'est fort. Hein. C'est fort, bravo Claire, vraiment un grand chapeau à toi. On va continuer ce podcast avec la raison finalement de pourquoi vous ne courez pas l'UTMB cette année. Peut-être Arthur est un petit bébé qui... Non, pas que. Pas que, ouais. On peut dire tu as été papa cette année. Ouais. Petit Marceau, c'est ça? Il a 4 mois, il va avoir 4 mois dans 2-3 jours. Je sais plus quelle date on est franchement. Le 30 il aura 4 mois. Donc alors oui, en vrai, je suis un peu soulagé de ne pas prendre le départ de l'UTMB pour ça, parce que c'est une fatigue quand même extrême sur les premiers mois. Et chaque année, il va nous faire croire qu'il s'est levé la nuit. Alors la nuit, c'est sûr que j'aurais pas eu de problème pour rester éveillé, mais non, en fait, c'est plus que chaque année quand je fais l'UTMB, il y a les cloches qui commencent là. Ça va être que ça. Je me donne à 100% pendant 2 mois. Et là, c'était trop compliqué. Et j'en ressors, comme il dit Julien, finalement. En vrai, quand on court l'UTMB, on est plus fatigué parce qu'on en ressort vidé complet. Donc pour ça, je suis quand même soulagé. Et de 2, c'est que ça fait plusieurs années que je rêve d'aller sur la Diagonale des Fous, justement sans fatigue. Je l'ai faite 2 fois en ayant fait la TDS. J'ai, entre guillemets, regretté d'y être allé parce que c'était trop dur là-bas. Donc cette année, j'ai dit, mon rêve, c'est la Diagonale des Fous. Je fais l'impasse sur l'UTMB et voilà. Mais j'aurais aimé faire les 2 en vrai. Ouais. Et toi, Paul, tu disais que l'UTMB, ce sera plutôt pour l'année prochaine. Pourquoi pas cette année finalement? C'était trop tôt? Cette année c'était trop tôt. L'année dernière quand j'ai bouclé la CCC, qu'on a été en discussion avec tout mon staff, quel est le programme de l'année prochaine, je savais que mon mois de juillet allait être un mois très compliqué pour l'entraînement. À côté je suis entraîneur de kayak, on y reviendra tout à l'heure là, de ma première vie de kayakiste. Et j'organisais les championnats du monde et derrière j'emmenais les jeunes sur les championnats de France. Donc en fait, je me retrouvais sur 30 jours à en bosser 25 et à en bosser 10-12 heures par jour. Donc là, l'entraînement, j'ai réussi un petit peu, mais en fait, ça, c'est pas du tout cohérent par rapport à préparer un événement comme celui-là. Et donc j'ai toujours eu l'objectif de faire l'UTMB, je l'ai toujours. Et je veux vraiment arriver sur cette course prêt. Et je savais 1 an à l'avance que je ne serais pas prêt ce week-end. Donc j'ai dit dès le début, je ne le ferai pas.
je vais courir un ultra dans un peu plus longtemps pour être au départ l'année prochaine. C'est vraiment l'objectif de ma saison 2026, ce sera d'être le mieux possible sur l'UTMB. Prendre de l'expérience justement pour réussir cette course mythique, pas faire un ultra comme ça sans être préparé. C'est ça, tout à l'heure je parlais de respecter la course. Je trouve maintenant il y a des solutions pour aller sur l'UTMB. Si on se qualifie sur un format 100 km, on peut prétendre à courir l'UTMB. Mais en fait, un 100 miles, j'en ai pas couru encore. Arthur, je pense, pourra nous le dire, mais c'est autre chose entre courir 100, où on est sur des formats 10, 12, 14 heures selon le profil de la course, et sur un format 160 où il y a même les plus rapides, on est sur du 16 heures. Et là, on parle de la western. Hein. Sinon, ouais, on est plutôt sur du 20 heures. C'est quelques heures en plus, en fait, ça change tout. Et moi, je veux me présenter sur cette course avec cette expérience déjà d'avoir couru pendant 20, 21, 22 heures en course. Parce qu'à l'entraînement, je l'ai déjà fait en off, sur des projets, etc. Mais en course, c'est encore autre chose. Et tu parlais d'expérience, il y a l'expérience de la course certes, mais il y a aussi l'expérience de l'avant-course. Il y a tout un protocole, peut-être que ceux qui font pas forcément de trail ne le savent pas, mais les ravitaillements, il faut gérer tout ça, c'est une surcharge aussi mentale. On en parlait avec Yodu. Yodu, pour toi, c'est quand même, on peut arriver cramé dès le début en fait, parce que c'est un protocole qui est lourd par rapport au marathon. Surtout par exemple. sur un premier, tu vois. Je pense quand tu as l'expérience, quand tu es un vieux briscard de la distance, un Ludo Pomeré, je pense qu'il doit quand même moins stresser qu'un Théo Détienne pour qui c'est son premier par exemple. Effectivement, là on parle de plus de 20 heures d'effort pour les premiers et 30 heures pour quelqu'un de lambda. Donc t'imagines le temps qui doit passer en effort, en extérieur. Et donc effectivement, t'as pas le droit de te planter. Sur un marathon, tu peux louper un ravito, c'est un effort de 2h30, 3h, 4h. Tu sais que ça va avoir une petite incidence sur tes performances. Mais si tu commences à avoir mal au bide au 45e parce que t'as mis full glucides dans l'organisme, c'est dangereux. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser au hasard. Il faut bien gérer ses ravitaillements, il faut gérer son équipe. Il faut vraiment bien faire les choses. Et je pense que ça, c'est un côté stressant pour les coureurs et qu'il faut vraiment être préparé et être ultra carré là-dessus pour éviter le moindre désagrément et pas se retrouver en faisant des erreurs. Ouais. Arthur, toi qui as l'habitude, c'est toujours quelque chose qui te stresse quand même ? Non, justement, alors je comprends et je pense que beaucoup sont dans ce cas-là, mais moi personnellement j'ai fait de l'ultra et je fais de l'ultra pour ça. C'est-à-dire que j'ai ce stress. Ouais. L'hiver j'aime bien déconnecter et faire des verticales en ski et voilà. Il n'y a que tu manges pas, tu bois pas, tu donnes tout ce que tu as. Mais en fait, ce qui me passionne, c'est, je dis pas qu'on fait un sport qui demande d'être intelligent, mais en fait, la partie nutrition, planification, avec son crew, savoir que les bouteilles sont, la poudre est à gauche, l'eau est à droite, ça. Tu vois, ça c'est, je trouve que c'est comme un peu de la Formule 1. Il faut extrêmement réfléchir avant. Une stratégie, tout à fait. Ouais. Alors ça pompe de l'énergie. Julien, il a eu sa carrière avant nous, donc c'est eux qui nous ont aussi appris beaucoup de choses. Mais ça devient un automatisme. Mais c'est vrai qu'au début, ça pompe de l'énergie. Et moi, c'est ce qui me passionne. Parce qu'en fait, la veille de l'UTMB, je disais tout à l'heure, je vais faire ce que je sais faire. Il n'y a plus qu'à courir. Julien, reste toi, c'est quelque chose qui a changé. Tu as fait quand même podium ici à Chamonix en tant qu'athlète avant d'être aujourd'hui directeur des sports de l'UTMB. C'est quelque chose qui a changé. Est-ce que cette nouvelle génération s'alimente plus, s'alimente mieux ou c'est pas vraiment changeant ? Il y a une certaine évolution de la pratique. On est sur une professionnalisation du sport certaine. Après, il y a des athlètes qui ont toujours vraiment organisé les choses. Après, c'est sûr qu'avant, un athlète qui s'entraînait beaucoup, il s'entraînait 15 heures par semaine. Maintenant, c'est plutôt 25-30. Au niveau des apports, pareil, glucidiques, un athlète qui s'alimentait beaucoup, il était à 50 grammes. Maintenant, il est à 90, voire 100 pour certains. Donc c'est sûr que ça a évolué, mais ça a évolué de la même manière que ça va à 10% plus vite qu'avant. Ça a quasiment gagné 2 heures sur l'UTMB. Donc les athlètes allant beaucoup plus vite, il faut qu'ils s'alimentent différemment et tout est optimisé. Ça va du matériel, du poids des chaussures, de tout, quoi. D'ailleurs, Arthur, Paul, vous vous alimentez à hauteur de combien de grammes par heure en général sur des courses ? Moi perso, c'est ce que dit Julien, je suis à 85-90 grammes heure. Pour de l'ultra, c'est beaucoup. Ouais, mais après, comme il dit, les intensités ont augmenté. Tu vois, on commence, moi sur les départs, je suis au ressenti 7 sur 10. Donc en fait, il faut maintenir cette énergie dans le moteur.
Et si ça passe en fait, bah tant mieux. Après, à chacun de trouver sa Ouais, c'est ça. nutrition. C'est surtout ça le gros enjeu, et de pas stresser avant pour éviter de te retourner le bide dès le départ, quoi. Donc moi j'ai plus de soucis de nutrition, je sais que je peux y aller, quoi. Paul, toi, c'est environ pareil, Oui, c'est à peu près 85 pareil. grammes. Je vais être plus sur des apports qui sont pas forcément lissés. C'est pas toutes les heures, il y a 80 ou 90. Il va y avoir des moments où on est même au-dessus de 100. Enfin, moi, je sais que je suis au-dessus de 100, mais par contre, des moments où je suis plutôt à 50 sur une heure. Et Parce que ton corps lissé- encaisse bien aussi. oui. C'est difficile quand on est amateur, par exemple, de prendre 100 grammes sans s'entraîner, on est d'accord. J'allais y venir. Arthur disait qu'il avait plus de soucis intestinaux, mais parce que je suppose qu'à l'entraînement, tu pars pas faire 5 heures sans manger. Et en fait, ça, c'est indéniable. Là, je suis encore allé faire 4 heures ce matin, j'ai fait du 80 grammes heure à l'entraînement. Parce que derrière, en course, je sais que c'est ce que je vais avoir besoin. Et si, quand on fait 4-5 heures à l'entraînement, on prépare pas ça. Derrière, quand on va en faire 20, oui, ça tient 1 heure, ça tient 2 heures, et puis 3, puis après tu arrives à 6, tu te tais, je commence à avoir un petit peu mal au ventre, et à 10 tu t'alimentes plus, et à 15 tu as arrêté la course. Ah bah c'est ça. En fait, c'est comme ça. Sur marathon, on tourne aussi à 80 grammes ou c'est un peu Un plus peu parce moins. que ça court plus vite? Un peu moins, Un peu moins. après on court plus vite, mais surtout je reviens à la durée d'effort, on a 2 heures d'effort, donc si tu fais ton régime dissocié la semaine avant, tu charges un malto 3 jours avant, tu bois une boisson d'effort avant le départ, déjà normalement sans ravito tu peux tenir 1 heure, 1 heure et demie, tu as suffisamment dans le moteur, donc tu n'as pas besoin d'être sur ces pics là, mais effectivement c'est ultra important. Et après ce qui peut varier aussi c'est la météo, tu vois, l'alimentation, comment les mecs vont réussir à s'alimenter dans les sommets s'il fait 0 degré, est-ce que tu bascules sur des boissons plutôt chaudes que sur de la boisson ISO, il y a tout un protocole à aussi penser en fonction des conditions météo. Là, cette année, ça va être compliqué parce qu'il va faire froid, mais il ferait chaud, faudrait boire davantage, etc., quoi. Oui, c'est très changeant, Arthur, en fonction des conditions, c'est ça? Ouais, souvent le sac de ravitaillement de notre crew, il est assez énorme. Ouais. On plusieurs prévoit- options. Ouais, on prévoit plusieurs options. Alors comme tu dis, aujourd'hui, on sait que les conditions vont être fraîches sur les sommets, donc on va s'hydrater normalement un petit peu moins. Là, les 3 dernières années sur l'UTMB, il faisait très très chaud Ouais, il la faisait chaud, journée. Bon, les athlètes français, c'est pour ça qu'on en reviendra sur le pronostic, mais je pense que ceux qui font du ski l'hiver, là, c'est Ils vont les être plus heureux du avantagés. monde. Ah ouais. En fait, du -5, -6 sur les sommets, nous, on adore. Ouais. Parce que en fait, ça régule la température corporelle. On n'a pas froid, on met une petite paire de gants et c'est fini, quoi. Oui, ça va. T-shirt. Oui, personnellement, Fourchette. j'ai jamais mis la veste coupe-vent sur une course de l'UTMB depuis 7 ans. Ah ouais. Parce que voilà, je suis pas frileux et je préfère quand il fait froid. Mais encore une fois, en amont, on regarde un peu tout ce qui peut se faire. Et en fonction des conditions météo, notre staff, notre crew, il est au courant que voilà, ça peut switcher de l'un à l'autre. Et je reviendrai juste sur un truc, c'est que comme on parlait du 100 km, 100 miles, moi sur le 100 miles, ceux qui veulent s'y mettre, sur les entraînements, ce que je fais, c'est que parfois aussi 5 heures d'entraînement, je ne mange pas. Ouais. Parce que si tu t'habitues trop à tout le temps apporter de l'énergie dans le moteur, le jour où ça va pas bien sur une course sur l'UTMB au bout de 15 heures, que tu peux plus t'alimenter pendant 2 heures, les gars ils mettent le clignotant, c'est hypo de l'espace. Il n'y a plus l'effet escompté de l'apport glucidique. Exactement, sauf que si tu es habitué aussi ton corps à aller en lipolyse sur des sorties longues, en fait tu switches assez vite. Tu auras une demi-heure de pas bien, hein, mais ça va aller beaucoup mieux rapidement. Donc pas faire que manger tout le temps aussi. Voilà, c'était juste l'aparté. Oui, du coup, on parlait de cet aspect de nutrition qui est très énergivore avant une course. C'est aussi pour ça que l'Ultra Trail est très dur aussi niveau mental. Je le disais, est-ce que vous êtes déjà arrivé par exemple cramé avant un départ, ou pas cramé mais très fatigué au niveau mental, pas physique? Ouais, typique cette année, le 90 du Mont Blanc. Je reviens sur cette course que je préparais. C'était un gros objectif pour toi. C'était un des objectifs de ma saison, clairement. Sauf que une semaine après, j'étais sur l'organisation des championnats du monde et ça faisait déjà plusieurs mois qu'on était en train de l'organiser. Donc en fait, il y a eu un mélange de mon entraînement, de la préparation d'un événement d'envergure internationale qui a fait que mentalement, j'ai pas pris le temps de voir toute la nutrition avant. Je l'ai fait la veille de la course. En fait, c'est toutes des petites choses. On sait que c'est quand même bien d'être
Arthur il disait tout à l'heure, la veille de la course, en fait, tu as juste à te reposer, tu sais que tu n'as plus qu'à courir. Bah, moi, je suis arrivé la veille de ma course, là, à devoir gérer le plan nutrition, mais à quelle heure je vais passer à tel endroit, machin. Donc en fait, j'ai fait 30 bornes et j'ai dit, là, en fait, ça sert plus à rien, mental, c'est perdu. Enfin, et donc, oui, et arriver cramé, souvent, on le sous-estime et on le sait, en fait, avant le départ. C'est souvent quand on court sur aussi longtemps, je sais pas en marathon ce que ça dit aussi, mais si tu vises un 2h7, 8, tu sais si tu peux l'avoir dans les jambes ou si t'es plutôt à 2h10, je pense. Ouais. Et nous sur Ultra c'est un peu pareil, tu sais si tu peux partir devant ou Pas. si ça va pas trop bien se Faut partir passer. prudemment et essayer de remonter, ouais. Mais Ouais, Edu, voilà, c'est ça. toi, tu le sais aussi avant un marathon. Est-ce que t'as cette petite voix dans ta tête qui te dit, mec, là, ça va être chaud, mais tu refuses d'y croire en fait. T'essayes quand même de. Ouais, tu te mentalises quand même la performance. Hein. Tu pars pas. Si tu pars avec en doutant un peu, c'est vrai que généralement c'est compliqué. Donc tu mentalises quand même de la réussite. Même si des fois, alors des fois, honnêtement, une fois j'ai fait le marathon de Milan juste après le Covid et je m'étais dit ouais, au bout de 15 bornes je vais abandonner parce que la prépa avait été moyenne ou autre. Et puis au final, au 20e, tu te retrouves là et tu commences à bastonner les mecs et d'un seul coup tu te retrouves dans une euphorie et ça démarre alors qu'à la base tu venais un peu à l'arrache totale, la prépa s'est mal passée. Donc ça, des fois on trouve des gens mais on arrive à switcher assez vite. Mais sur cette fatigue mentale, je pense que le rôle de Julien en tant que directeur est hyper important pour faciliter tout ce qui est facilitateur de la vie de l'athlète de haut niveau. C'est hyper important. On ne se rend pas compte de l'importance d'un staff, mais nous sur marathon c'est déjà ultra important. Alors j'imagine sur un ultra entre le coach, les accompagnants, ceux qui te font te ravito, ceux qui vont te donner les temps de passage, ceux qui sont là pour te rassurer, ceux qui vont trouver les mots pour te rebooster quand au bout de 100 bornes et une nuit dehors, tu as envie de tout envoyer, chier. Et du coup, ouais, le rôle de Julien, je trouve, est ultra important pour justement soulager le côté mental des athlètes. Ouais. Julien, comme tu as été athlète en plus, tu sais ce que les athlètes ont besoin. L'objectif de notre côté organisation, c'est justement d'éviter au maximum les contraintes, être dans le compromis le plus acceptable possible et pour transférer après au team manager les contraintes de l'événement sur des cérémonies, choses comme ça à leurs athlètes, mais essayer de faire pour que ce soit le plus acceptable possible en prenant en compte toutes les contraintes de l'événement. Mais c'est sûr que c'est vraiment important parce que pour de l'événement, il faudrait avoir tout le monde 2 heures avant la course, parce que les médias voudraient depuis ce matin faire des interviews avec tous les athlètes. Non, nous, côté Orga, par exemple pour l'UTMB, il y a juste 1 heure de presse qui est le mercredi, loin de l'événement, pour que les athlètes derrière, ils puissent se reposer, se préparer à la course. Après, les contraintes, il y en a là toute la semaine. Donc après, à chaque team manager, à chaque athlète de les gérer. Mais nous, de notre côté, on essaye de les restreindre un maximum pour qu'ils arrivent tous dans les meilleures conditions possibles et de manière très équitable entre eux surtout. Bon, messieurs, on a quand même fait le tour du sujet, mais on va voir justement sur cette UTMB 2025 qui va arriver à être le plus frais au départ, à avoir la meilleure stratégie. On a une start list. Faut interroger Arthur, il a l'air d'avoir des infos sur la forme des Français, la météo. Non, Arthur, on a une start list de fou encore cette année. Ouais, alors certains disent qu'il y a moins de niveau que les années où il y a Kylian, Moi, je trouve en fait que sur l'UTMB, il ne faut pas forcément regarder les meilleures cotations ou les stars, entre guillemets, parce que chaque année, on voit très bien que souvent, ça éclate un peu de partout. Et moi, de plus en plus vite. Ouais, et moi j'ai l'a vu l'année l'impression que c'est ça. Mais cette année, j'ai l'impression que c'est très dense. Ouais. C'est-à-dire qu'on a peut-être moins de stars, mais plus de pas un nom, densité possible sur le top 10. Donc j'ai vraiment hâte de suivre ça. Je pense que ça va être hyper intéressant de voir les changements de position devant. Et puis la météo qui va, comme je disais, je pense favoriser les Français plutôt que les Américains. C'est le match. Voilà. Le match est lancé. On m'a tellement posé de fois la question pronostic que j'ai maintenant ma petite idée, mais Je l'ai pas encore posé. ouais, je il sais, veut donc je pas le dire. réfléchis encore. Ça va venir. C'est à toi de me demander quand. Non, Julien, Ouais. plus sérieusement, la start list est folle. On a l'impression que, justement, comme disait Arthur, la densité est dingue et que 10 voire peut-être 15 gars peuvent gagner, quoi. Ouais, on se retrouve tous les ans à avoir un nombre d'athlètes qu'on définit comme top élite avec un index UTMB, que ce soit chez les hommes supérieur à 900 ou chez les femmes supérieur à 750, qui dépasse la dizaine. Donc c'est vraiment, si on fait
le parallèle avec l'athlé, c'est de l'international AAA, quoi. Vraiment les top qui sont là. Donc une course qui va être assez incroyable. Et ce que dit Arthur, c'est une densité chez les hommes et chez les femmes. Il n'y a pas de mon côté en tout cas, quelqu'un qui se détache, qui devrait facilement l'emporter. Et donc ça annonce une bagarre assez incroyable. Fin de journée pour la CCC et toute la nuit et demain pour l'UTMB. Vraiment, ça va être dur d'aller se coucher. Paul, t'as hâte de suivre ça d'ailleurs. Toi, tu vas suivre de très près. Je crois que tu y vas sur le parcours cette nuit. Ouais, je vais sur le parcours. On a quand même plusieurs athlètes chez ASICS là, qui font partie de ces cotes à plus de 900. Donc je disais, moi cette semaine, mon rôle c'est vraiment de faciliter la vie de ceux qui courent. Donc je vais être sur les ravitaux à donner des temps, à aider au maximum toute l'équipe pour que ça se passe le mieux. Ouais. Pour prendre un max d'expérience pour l'année prochaine finalement. L'année prochaine c'est toi qui as les baskets. Exactement. Et l'année prochaine j'aurai les baskets, donc voir aussi en plein milieu de la nuit l'état des mecs, comment ça avance et tout ça. En fait, pour moi ça va être une bonne expérience, même si je cours pas, en fait, d'aller voir sur le terrain qu'est-ce qui se passe à telle heure, dans la course, voir aussi. Je pense que c'est très intéressant. Mais cette année, je pense que celui qui passe en premier à Courmayeur, c'est pas forcément celui qui passera en premier au Grand Col Ferré. Et encore au Grand Col Ferré, ce sera peut-être pas celui qui sera le premier à la Foulie, alors qu'il y a 10 bornes à chaque fois entre. Et on a vu hier sur l'OCC un final terrible. Enfin, avec une petite tape sur l'épaule quand même. Ouais. Il fallait. Ça, en tant qu'athlète, on n'aurait pas aimé être à la place de l'Italien. Ouais, après sur l'UTMB, on est tous d'avis qu'il n'y a pas d'arrivée main dans la main. Ouais, ça c'est oui. J'en ai fait une samedi, je sais que j'aurais pas fait ça sur l'UTMB, ça aurait été ok quoi. Il y a bagarre en fait. Ouais, c'est le sport. C'est la compète. Il y a tout ce qu'on dit, l'esprit trail et tout ça. Il y a des courses sur lesquelles ça s'y prête, comme tu disais Arthur. L'UTMB. C'est le championnat du monde. 5 on va pas se mentir, 6, en fait, ça c'est le change championnat des du monde. choses. Donc dans quel sport, au championnat du monde, tu termines main dans la main avec. Alors même si c'est ton meilleur pote. C'est respecter la course. On parlait de course mythique, le respect c'est que les athlètes doivent se donner à 2000% et ouais là, c'est... Je pense à cette bataille qui est restée dans notre cœur pour nous français entre Kylian Jornet et Mathieu Blanchard évidemment. On avait tous un peu c'est magnifique le la bataille, qui viennent ça c'est ça qui est épique, on veut de la bagarre. Ouais. Mais bon, c'est mieux que ça finisse comme ça plutôt que les deux mains dans la main où on n'a pas de vainqueur désigné, on est d'accord. Bon. Ouais. Et aussi, je vais vous laisser réfléchir, messieurs, je vais vous laisser tranquille là-dessus. Je vais d'abord demander à Maître Yodu son célèbre pronostic pour... oui, on est obligé, il faut te mouiller, Yodu. Moi, je vais répondre à un truc relativement classique, mais juste pour la beauté du truc, parce que je l'ai côtoyé au CERS à Cap-Breton, François Daen, en 2000, on était blessés ensemble en 2022, je crois. Et juste pour la... Il n'a pas couru ici depuis 2021 et on sait d'où il vient, c'est un ancien un peu comme moi, tu vois, je m'accroche aux branches, j'essaye encore de perfer sur marathon à mon âge et donc du coup j'aimerais bien que François s'impose pour la belle histoire, même si j'ai aucune info de savoir son niveau de forme et si vraiment est-ce qu'il est en forme ou pas, je sais pas, mais pour la magie de l'histoire, je trouve, je valide François, ouais. T'es dans les petits papiers, tu veux pas nous la faire. Non, François, il a couru, François, l'année dernière, sur la longue, sur la 300 km. Ouais, mais sur l'UTMB, ouais. Mais sur l'UTMB, ça fait un petit moment. Bon, messieurs, faut se mouiller maintenant. Un petit pronostic, Julien. Allez. Moi, j'ai pas de nom. Il a un droit de réserve. Il a pas le droit de parler. Une nationalité, alors. Mais une nationalité. Vincent, dis-nous, tiens, une surprise comme l'année dernière, Vincent qui sort de nulle part. Justement, ça pourrait être qui, la une surprise. Pour moi, Vincent, c'en était pas totalement une parce que je le connaissais très bien. Mais on a quand même tous été surpris de le voir aussi loin devant. Après, non, je donnerai pas de nom parce que le temps, j'y arrive pas. Et on fait un tour et j'essaie sur le retour d'avoir un... On reviendra peut-être pour un top 3, pas forcément dans l'ordre. Ouais. Arthur, allez, oui, toi. Ouais, moi, alors, objectif, en top, en vainqueur, je vois François. Ouais. Pourquoi ? Parce que François, il a gagné 4 fois. Ouais. Il revient pas pour finir. Il l'a fini maintes et maintes fois. Je pense qu'il est là pour gagner. Il n'a jamais fait une prépa aussi méticuleuse. J'ai discuté avec lui hier. Voilà. Donc, on a les infos. J'avais pas les infos. Ouais, mais... j'ai eu quelques infos, mais je les savais aussi d'avant. Il n'a jamais fait une aussi grosse prépa. Quand il met sur Strava, François, c'est pas pour juste mettre sur Strava. C'est pour montrer aux autres que je suis là. Et puis il a dit tout va bien.
Donc quand tout va bien, bah voilà, on sait ce qui se produit. Et encore une fois, je disais météo. Ouais. Pour moi, c'est un skieur, quelqu'un de la montagne. Quand en tout tu vis cas. dans le Beaufortin, c'est pas Non, moins mais- 5 degrés qui vont te faire peur. Hein. Paul, il a raison, à voir au Grand Col Ferré, mais je pense que les changements, ils vont se faire sur Ouais. les cols, ou alors les coups de froid se feront là-bas. Ça va switcher. Peut-être Donc- revenir de l'arrière alors. Ouais. Alors François, il aime bien partir devant quand Ouais, même, mais mais- cette année devant, ça va Le partir problème à très fort. l'UTMB, c'est que tout le monde aime partir devant. Ouais, c'est ça. Donc, mais quand même, François en 1, en 2, c'est là où j'ai une hésitation parce que je verrais bien Ben Diman. D'accord. Ben Diman qui, moi, les 2 dernières éditions, je l'ai vu bâcher à Courmayeur quand j'arrive. Parce que voilà, il allait pas bien. Cette année, il vient gagner. Il a fait une saison courte, exprès pour UTMB. Il vit dans les Pyrénées maintenant. Donc voilà, c'est pas un Américain qui vit dans le chaud. Donc Ben Diman en 2. Et en 3, c'est parce que là, c'est le coup de cœur. Mais peut-être la surprise, c'est mon Ludo. Mon Ludo Pomeré, parce que pareil, bah voilà, la remontada, lui, il a pas froid. Donc il va aller faire le ramasse-mort. Non, je rigole, mais j'aimerais bien en fait. Il sera Voilà. 150e C'est au tout. kilomètre 80 Bah, c'est et ça, il va Ouais. finir sur le Même podium. pas fatigué de l'arbre. Il a toujours fait mieux. Il a toujours fait mieux. L'an dernier, il me double, il fait 5. Cette année, 3. Voilà. Et toi, Paul, alors? Moi, je rejoins pas mal l'idée de François Daen. Je le mettrais pas gagnant. Je pense que ça fait un petit moment qu'il se cherche justement avec 2 années très très compliquées. Et là, en fait, on a beaucoup d'interrogations sur sa forme. Donc, il y a ceux qui disent qu'il a préparé, etc. Et après, quand on regarde quand même à l'échelle de 2 ans, ça a été 2 années compliquées pour lui. Donc moi, je le vois sur le podium, c'est sûr. Mais pour aller gagner, j'ai l'impression qu'il y a besoin d'un mental, de quelque chose en plus. Et pour le coup, moi, je m'entraîne régulièrement avec Ben Diman. Voilà. Et, Ça, c'est la Zix Family, ça, ouais, on est là. Ça, En y a- plus, y a un avec peu les de ça. Fujitrail, c'est Mais là, j'habite ils ont dans les les- meilleures dans les- chaussures. J'habite dans les Pyrénées. Lui aussi, on s'entraîne régulièrement ensemble. L'UTMB, c'est quelque chose qu'il veut cocher dans sa vie. Là, cette année, il est stratosphérique. Enfin, Tu le sens bien, ouais. ouais, au Lavaredo, il fait une course de fou. Il s'est bien reposé derrière. Il y en a qui, j'ai discuté avec pas mal de monde qui pensent qu'il peut en avoir fait un peu trop en ce début de saison. On verra cette nuit. Mais comme tu disais, c'est pas un Américain qui... C'est pas du tout un Américain qui vit en Amérique. Il vit à Bagnères de Bigorre où il fait en moyenne je pense, sur l'année il doit faire 5 degrés. Tu vois. Ça fait pas très américain, manière de Bigorre. Ouais, voilà, c'est ça. Ouah. Le grand Et écart. voilà, hein. L'interrogation que je vais avoir sur lui, c'est surtout Ben, il aime courir devant. Ouais. Donc si dans les premières heures il est pas bien, comment est-ce qu'il va réagir? Moi, c'est un peu c'est l'interrogation que j'ai. Et il est extrêmement fort cette année, je pense. Donc on verra, ouais. Et en 3. Eh oui. Et en 3, Arthur, il est animateur en fait. Ouais. Il calcule. je sais pas. Je me dis que John Albon, ça peut être long, mais à côté, il a des qualités de vitesse qui font que peut-être que sur un début de course, il sera plus bas en régime en fait que les ultra trailers, donc ça peut faire sur le long quelque chose de bien. Donc je vois bien Ben en 1, François en 2 et John en 3. J'aime bien le Et- ça peut être long. Ça peut- mais par contre, je pense que ce que Julien veut dire, et là où si c'est ça, je le rejoins, on parle beaucoup du top 3 sur l'UTMB, mais là où ça va être hyper intéressant, parce que nous on les connaît tous, les élites sur l'UTMB, c'est le top 10. Et en fait là ça va être fou, parce Là, que, c'est parce ça que peut le changer une podium carrière. UTMB, en réalité, c'est les 10 premiers. Oui, ça peut changer une carrière d'être et 10e de là, l'UTMB, bien les sûr. pronostics injouables. Enfin, C'est vraiment injouable et dans cette shortlist que je valide à 200%, un Tom Evans, je pense, Ah ouais. C'est ce que il j'allais est dire. potentiellement aussi sur le podium et c'est là que c'est super dur. Et elle est longue, cette liste des mecs qui peuvent être sur le podium. On est sur 10-15 gars qui pour moi peuvent faire un podium. Et après, le pronostic, voilà, il est compliqué, mais pas oublier, je pense, Tom, qui a l'expérience aussi, et donc c'est intéressant. Mais la course homme va être intéressante Ouais. et la course femme va être folle. Donc, Oui, la C'est course plus femme, facile chez les c'est femmes avec plus Courtenay, non facile, Elle est quand même Ah, il y a favorite. Ruth, Rootcroft. Oui, c'est ce que beaucoup de. Ce nom ressort pas mal. Ouais, parce que aussi. l'an dernier 2. Et une expérience, une science et une approche vraiment scientifique de la course. Donc un pacing, c'est 2 femmes qui ont tendance à courir très intelligemment, bien plus que la majorité des hommes. C'est-à-dire un pacing hyper contrôlé Tiens en donc. début de course. Mais le truc, c'est que ça ne bouge pas pendant 160 bornes.
Donc quand on voit la progression au scratch de ces deux femmes, c'est hallucinant. Et pour rentrer ou se rapprocher ou rentrer dans le top 10 au scratch à la fin, c'est assez hallucinant. Et ça, on ne le retrouve pas dans le marathon. Des femmes qui vont titiller le top 10 au scratch. C'est impossible. Ouais. Voilà. Et là, c'est vraiment des femmes extraordinaires. Bon. On verra, faudra suivre ça, ouais. Hein, ça démarre on à a les cuts 17h45. Maintenant, on verra demain soir qui a raison. Quoi. Ouais. Mais restez éveillés cette nuit, hein, parce qu'il va se passer beaucoup de choses, notamment on aurait dans pu la faire nuit, on aurait pu faire un truc avec tu sais, qui gagne avec les 10 premiers. C'est comme au loto. Ouais. Allez. Parce que là, ça va être chaud. Là. Mais c'est pas mes sous personnels pour le jackpot, hein, je vous le dis. Bon, on a parlé stratégie, on va parler entraînement et surtout entraînement croisé maintenant. C'est parti. Allez, entraînement croisé, parce que c'est vrai que finalement le trail, c'est peut-être la discipline qui s'y prête le plus, oui. parce que très difficile de faire 30-40 heures de trail uniquement. Voilà, quand on parle d'entraînement dans le trail, c'est aussi d'autres sports, le vélo, la natation, le ski, beaucoup. Paul, toi tu viens du kayak, tu as été champion du monde junior de kayak slalom et aujourd'hui c'est aussi ton métier, tu es entraîneur de kayak. C'est important aussi pour toi de ne pas faire que courir. Oui, justement, on est un sport avec beaucoup d'impact, avec malheureusement des blessures, des coups de moins bien, etc. Et moi, j'ai toujours eu besoin en fait de me sentir assez utile dans ce que je fais. Et c'est vrai que quand on court quand même beaucoup pour nous. Et je trouve ça intéressant en fait. Moi, je suis avec des jeunes qui ont entre 10 et 18 ans. Et en fait, tout ce volet éducation par le sport, c'est quelque chose qui m'anime depuis très longtemps. Donc moi c'est par le kayak, parce que c'est par là que je suis passé. Et je trouve ça vraiment, vraiment top de garder une part un peu dans la vie réelle en fait. Toi Arthur, ton truc c'est le ski. L'hiver, ça skie. Non, c'est important pour faire la caisse pour l'été. Ouais, alors il y en a de plus en plus qui se mettent au ski parce qu'ils font de l'ultra. Mais moi je viens du ski, mon père était moniteur, je pense que je faisais du ski avant de faire du vélo ou même que de courir dans les champs. Donc en vrai, aujourd'hui c'est un équilibre, mais j'imagine pas un hiver sans ski, parce que pour moi c'est le sport le plus fou qui existe. L'ultra c'est le sport le plus beau qui existe, avec il y a plus de sentiers ouverts l'été que de pistes ouvertes l'hiver. Donc c'est juste ça qui pour moi me ferait choisir l'ultra. Mais en fait l'hiver c'est une déconnexion totale avec le monde, avec l'euphorie de l'ultra. Je suis tout seul ou avec mon chien ou dans des zones où il n'y a personne. Et en fait je fais les courses que je veux et voilà, c'est vraiment un équilibre à l'année, quoi. Oui, bon, parce que vous l'avez compris, hein, quand on dit ski, tu prends pas les remontées mécaniques. Hein. Non, c'est ça. C'est la montée en peau de chamois et la redescente en ski, quoi. Le vrai, c'est alpinisme, quoi. Ouais, c'est ça, le vrai ski, finalement. Est-ce que tu cours quand même l'hiver ou c'est vraiment que ski ? Si, je garde toute l'année de la course à pied parce que j'aime ça. Et puis parce que j'aime courir dans la neige aussi. Hein, ce côté, en fait, pas aventurier, mais en fait, en course à pied, on a besoin de rien. Donc on dépend de rien. Et j'aime bien cette philosophie-là, même l'hiver, en fait, d'aller m'entraîner. Et puis, mon coach le sait mieux que moi, donc je lui fais confiance. Mais on garde un peu d'impact quand même pour éviter à la reprise de devoir passer par le 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Hein, moi, je suis un peu impatient. Donc j'aime bien reprendre par des vraies sorties. Protocole hyper... Voilà, tu vois, donc je garde 3 footings à la semaine. Et ça me suffit. Voilà. Yodu, toi tu fais aussi des sports croisés, un peu de vélo, Moi, le vélo. Je suis pas une raison à Bordeaux pour faire du ski, c'est un peu compliqué. Donc je fais du vélo. À la natation, j'en suis contraint, je kiffe pas, donc du coup j'y vais uniquement quand je suis blessé. Mais c'est vrai que les sports portés ont cet avantage-là de pouvoir développer la caisse sans créer justement de blessures et d'impact. En ce moment, j'ai une tendinite d'Achille, donc effectivement, je roule beaucoup plus que je ne cours. Et ça a cet avantage-là, donc de créer de la caisse sans impact. Mais la vraie difficulté, on l'a vu avec le podcast qu'on a enregistré hier avec Gédéon Pochat, qui justement fait du ski alpinisme et qui est blessé aujourd'hui parce que sa reprise a peut-être pas été suffisamment progressive et il a eu une inflammation au métatarse parce que quand tu viens justement d'un sport porté, si tu n'as pas gardé suffisamment d'impact au sol et habitué ton corps à justement subir cette contrainte mécanique qui est la course à pied, quand tu reprends, il faut soit passer par des protocoles comme ça, soit faire beaucoup de renfort,
Et ta problématique, c'est que tu risques, même si tu fais tout bien, tu risques peut-être de te blesser en augmentant ta charge de volume. Donc effectivement, je trouve que garder malgré tout 3 fois par semaine, ça c'est un conseil qu'on peut donner à tous les coureurs qui vont sur des périodes couper un peu et aller sur des sports portés, s'ils le peuvent, garder quand même un peu ce stress mécanique pour à la reprise pas repartir de zéro et devoir prendre 2-3 mois de réathlétisation, course à pied pure pour pas se blesser derrière. Ouais. Mais t'as entendu, hein, du coup, si tu te mets au trail d'ici 2-3 ans, il va falloir faire du ski pour faire la caisse. Alors c'est pour ça que là ça va être compliqué. Mais moi si, le ski, mais remonte pente quoi. Tu prends les œufs, le coucou avec tout le monde et tu fais que la descente. C'est plus facile aussi. Hein. Sur la piste verte, au moins pas de risque. En chasse-neige. On chasse la neige. Non mais aussi c'est important aussi pour prévenir des blessures, de pas faire de la course à pied vraiment tout le temps, toute l'année que ça et de faire de la glisse quoi finalement en ski. Ouais. Alors après on n'est pas le bon exemple en ski alpinisme parce que il y a quand même beaucoup de blessures. En tout cas si on fait de la compétition, parce que par exemple l'exemple de la Pyramenta, j'ai des amis qui ont voulu essayer élite, ils se sont blessés. Il faut avoir des genoux très solides, on a du matériel très très léger et on descend, on pose le cerveau, mais vraiment quoi. S'il y a chute, en général, il y a pas, c'est soit une casse matérielle, soit une casse osseuse ou ligamentaire. Donc voilà, faut quand même dire aux personnes que ski de randonnée, pourquoi pas, ou vélo, home trainer, mais en compétition, on prend quand même des risques. Il faut juste, moi je le fais parce que j'aime ça, mais c'est sûr que voilà, moi c'est plus un moyen de m'évader. Toi aussi un moyen de t'évader, Paul, le kayak c'est ta première passion finalement, c'est important de le garder dans ton rythme. Oui, c'est important, j'en fais depuis que j'ai 6 ans alors que ça fait 4 ans que je cours maintenant. Donc arrêter du jour au lendemain pour passer sur un autre sport, l'équilibre serait plus du tout bon. Donc je navigue moins, je navigue beaucoup moins. Je vais pas du tout dire que je cours 20 heures par semaine et que je fais 20 heures de bateau, ça c'est pas vrai. Et là maintenant je navigue je dirais 2 fois par semaine à peu près. Mais par contre sur tout ce qui est sport croisé l'hiver, moi je fais pas de ski de rando parce que j'habite dans les Pyrénées et j'habite à 500 mètres d'altitude. Donc en fait pour trouver la neige j'ai déjà au moins 1h30 de route. Mais par contre je fais plus de ski de fond. Donc tu parlais tout à l'heure de blessures ou quoi, en ski de fond quand même pour se blesser faut s'énerver un peu. Donc que ce soit classique ou en skating, je fais pas mal de classiques en fait parce que sur le mouvement de la course à pied en fait on est quand même dans l'axe, donc ça utilise quasiment les mêmes muscles mais sans les impacts, donc je trouve ça très très intéressant. Mais je fais pas du tout de compète, de vélo, j'ai fait une fois une compète de vélo. Je m'étais fait une fracture de fatigue en 2022, j'avais roulé tout l'hiver, je m'étais dit maintenant que tu as la caisse en vélo, va rouler dans un peloton, sauf que j'avais jamais fait, ça n'a pas loupé, j'ai pris une belle boîte. Clavicule, allez hop, terminé. Pas clavicule, mais j'avais tapé sur le dos, pas bon, et je me suis dit mais en fait reste dans ce que tu sais faire. Tu peux rouler, tu peux aller faire du ski de fond. Oui, mais après du trail au peloton, c'est vrai que t'as fait fort. Voilà. Donc j'ai appris ce jour-là que je suis pas un bon frotteur. On n'a pas vu encore de trailer sur le Tour de France. Hein. Non. Mais à part ça, tu fais aussi. Là, c'est la même discipline, mais c'est tellement différent qu'on pourrait catégoriser ça dans un autre sport. T'as fait la Saint-Élion cet hiver, l'hiver dernier. Oui. Là, c'est pour travailler les lacunes. C'est pourquoi tu as fait ça. Exactement. Là, je disais, ça fait 4 ans que je cours maintenant. En 4 ans, on passe pas d'un 10 000 en 38 à 31. Ça marche pas en fait. Sauf si on se fait que de la route. Mais moi, je fais du trail, donc en fait, je suis un athlète qui résiste très longtemps, mais pas très vite. Ça, je le sais. C'est pas le scoop de l'année. Je cours pas le 10K en 30 minutes. Et pendant la période hivernale, là cet hiver, j'ai vraiment pour objectif un petit peu d'arrêter le trail et de me mettre sur la route, d'aller voir sur un semi, d'aller voir sur un 10 km pour aller travailler les lacunes. Parce qu'en boss, j'en fais tellement toute l'année que maintenant ça va mieux, j'arrive à monter beaucoup plus vite. Mais à plat, ça reste quelque chose où, moi, autour des 3,20, je suis vraiment pendu, quoi. Ça commence à vraiment être dur. Et je sais que maintenant sur un UTMB, le top 10, on parle de gars qui sont autour de 31 sur 10K en fait. Ou même 30, ça n'existe plus, quelqu'un qui est en 35, tout ça. Donc il faut vivre avec son temps, et le trailer qui dit moi j'aime pas faire de la route, je pense que maintenant sur des courses de haut niveau il n'existe plus en fait.
faut aller voir Maître Jim Yodu. passé, il était en talon-fesse encore au 50e quand il est passé devant là, et il était encore flou de pistard. Hein. Il était pointe de pied, ça a déroulé, c'est dingue. Il suffit de regarder les traces de boue qui remontent jusqu'au cou. Ouais, quand t'en as dans le cou, donc c'est que t'as un passé ça de va vite. pistard, hein, et c'est que ça va vite, ouais. Il faut aller voir Maître Yodu, il va t'apprendre les crosses. Tu vois, Ouais, les crosses, c'est pas mal. Pas mal de trailers font les crosses l'hiver. Hein. C'est en termes pour se dégager. Alors faut faire attention parce que si tu mets les pointes, mollets, c'est pour les mollets et tout. Si t'es pas habitué, ça peut être compliqué. Mais les crosses sont un bon moyen de se débrider et de changer un peu d'univers. Ouais. Bon, on va être honnête, hein, il y a les cloches, il y a les coureurs qui passent. Il y a encore des c'est- coureurs qui arrivent. Hein. C'est les arrivants de la PTL. Ouais, ils ont plus de 100 heures de. Alors eux, ils font pas du 3,20 sur du Mais plat. là, bravo. Hein. Il faut les c'est ça aussi féliciter. hein, d'être à Chamonix, c'est pour ça Ouais. qu'on est venu ici, c'est pour vivre ces moments-là. Je peux vous dire que là ces deux coureurs ils ont une arrivée extraordinaire alors qu'on est encore à bien 2 heures du départ de l'UTMB. C'est magique Chamonix Julien aussi pour ça. Ah ben c'est devenu vraiment quelque chose d'exceptionnel au niveau de l'ambiance. Et sur toute une semaine, ça vit trail et on croise des passionnés de partout et ça fait plaisir. Et de voir des gens passionnés d'outdoor, passionnés de montagne, dans une période qui est compliquée, ça fait du bien de voir ces gens avec le sourire dehors. Et tu disais pour la charge mentale, notamment à l'UTMB, essayer de ne pas pleurer au départ, de ne pas être trop émotif. Là par contre à l'arrivée, faut tout lâcher. Tu peux te Non, lâcher. mais- Il y a la musique là, mais moi j'ai envie de pleurer. Eh ouais. Non, faut tout lâcher à l'arrivée, mais comme tout, faut être vigilant et on se rend compte que beaucoup d'athlètes, Jim a glissé à 100 À mètres 100 de la mètres dans le ligne. virage là. L'an passé, Vincent Bouillard se casse un orteil à moins d'1 kilomètre de l'arrivée. Il faut être vigilant et vraiment relâcher au dernier moment, et rester focus jusqu'au bout, parce que l'émotion est tellement forte, il faut quand même rester vigilant, parce que la ligne, il faut l'atteindre. Ouais, Arthur, comment est-ce qu'on gère ça là, ces dernières heures hein, quand on va faire l'UTMB? Peut-être ceux qui nous écoutent sur RMC Running pour les futures années, 2-3 conseils pour gérer cette course et les courses de manière générale, hein, pas que celle-ci. Il y en a, ils vont se dire, on prend pas ces conseils parce que souvent au départ, je pars un peu vite. Mais en fait, c'est ce que dit Julien, il y a une telle ambiance, il y a une telle euphorie que au départ, je dirais se faire plaisir quand même. Voilà, sans se cramer, hein, on est d'accord. Et à l'arrivée, c'est la seule course. Alors, peut-être ça le sera plus si à la diagonale ça se passe bien, mais c'est la seule course où je pleure en fait à l'arrivée. Quand on descend de la Flégère, c'est-à-dire qu'il reste 2 km. Là, en fait, là tu peux relâcher normalement si tu joues pas le fight à 1 minute. Et là, c'est juste, tu vois, la musique là m'y faisait penser, mais tu sais que déjà l'an prochain, si tu prépares pas une autre course, tu seras là parce que c'est juste unique. Tu viens de passer 20 heures en montagne à bloc. Les gens qui ne courent pas s'en rendent pas compte, mais c'est une vie quoi. C'est tellement éprouvant. Tu passes par des hauts, des bas, et en fait quand tu arrives là, tu remercies tout le monde. Ouais. Toi y compris, mais tout le monde. Et oui, Paul, cette musique, elle fait quand même effet. Hein. Même si on vient pas du trail, il y a les frissons directs. C'est ça, je pense que si on vient pas du trail, qu'on vient se balader à Chamonix pendant cette semaine et qu'on a la chance d'être là, après là on vient d'entendre ceux qui viennent d'arriver de la PTL, il faut se rendre compte qu'ils sont partis lundi, hein, on est vendredi. Dit comme ça. Donc tu parlais de 20 heures pour l'UTMB, mais eux en fait ça fait 5 jours. Ouais, Donc tu retournes à la civilisation, t'as tout le monde qui te crie dessus, et je pense que... C'est un Il va choc aussi. retrouver une Hein. douche, il va retrouver un lit, le mec il est là et c'est pour ça qu'il pleure. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Putain, ma chambre d'hôtel. Et même si on fait pas du trail, en fait, on se rend compte de ce que les personnes viennent d'accomplir et la musique, l'émotion qu'on voit, c'est incroyable. Même pour les derniers, on parle beaucoup des élites là depuis tout à l'heure, mais les derniers qui vont mettre 50, 60 heures à faire l'UTMB, en fait, quand ils arrivent, c'est 3 fois plus que les premiers. Donc derrière, il y a des histoires en fait derrière chaque personne qui passe la ligne d'arrivée. Et souvent, ceux qui font dans les derniers, ils font pas ça juste pour finir l'UTMB, c'est parce qu'il y a une vraie histoire derrière et c'est ça qui est très, très beau dans notre sport. Oui, c'est pour ça que sur RMC Running, on adore croiser ces différents parcours, les élites et les amateurs comme Claire qui a terminé sa course tout à l'heure. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis en ce jour de grand départ ici à Chamonix pour l'UTMB. Bon, il n'y a plus qu'à suivre finalement cette course d'anthologie 2025 et restez branchés surtout sur RMC Running parce qu'on vous promet encore plein de surprises tout au long de
cette fin de semaine à Chamonix. Pour terminer, vous en avez l'habitude du conseil de respiration, tu connais toi, de Benoît Boutron. Moi je vais faire différent pour cette UTMB. Je vais vous dire tout simplement que sur ces sentiers, levez les pieds parce que ça aide à ne pas tomber. Salut à tous. RMC Running.